plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Un format XXL, inédit à 48 équipes et avec des matchs répartis sur 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis, autrement dit l'Amérique du Nord qui dans son ensemble accueille l'événement. Mais c'est Donald Trump qui tire la couverture à lui, comme souvent. Le président américain multiplie les déclarations intempestives dans un sport auquel visiblement il ne connaît pas grand-chose, au point d'effrayer les supporters et de s'interroger, ce mondial 2026 peut-il être un fiasco monumental ? Nous en parlons avec le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Pascal Boniface, auteur entre autres d'une géopolitique du sport aux éditions du Nôtre et aussi du cahier de vacances La géopolitique, les pieds dans le sable aux éditions Erol. Mais d'abord, gros plan sur les conditions d'accueil pour les spectateurs. Combien coûtera la présence aux États-Unis durant la compétition ? Élément de réponse avec David Gilbert. Pour vivre pleinement cette passion et ces émotions, les supporters qui font le déplacement doivent s'attendre à une addition salée. Des prix de billets d'avion en forte hausse sur la période, des places dans le stade pouvant aller jusqu'à 5 000 €. Et pour s'y rendre depuis son hôtel, il faudra encore débourser des sommes astronomiques. De nombreuses villes hôtes ont annoncé des augmentations inédites du prix des transports en commun. La palme revient au train permettant d'aller de New York au stade du New Jersey qui accueillera notamment la finale. Passé de 13 à 150 $ avant d'être réduit à 105 $ après de nombreuses protestations. Pour ceux qui décident de prendre leur voiture, il faudra compter 180 à 200 $ pour la journée de parking. Ceux qui ont économisé pour pouvoir supporter leur équipe devront garder encore quelques dollars pour s'hydrater. Car la FIFA a annoncé mercredi qu'elle interdisait la présence de gourdes dans les stades. Et ce, alors que les climatologues préviennent qu'une chaleur éprouvante et une forte humidité affecteront la tenue du mondial. Les bénéfices des droits télé sont estimés à 4 milliards $ contre moins de 3 lors de l'édition précédente au Qatar. Une affaire d'ores et déjà très juteuse pour les organisateurs et les sponsors, accueillis chaleureusement par l'administration Trump. Pascal Boniface, on a là un événement international majeur dans l'une des régions les plus développées de la planète. Est-il normal que cela coûte aussi cher ou bien est-ce qu'on a dépassé les plafonds habituels, les standards d'une Coupe du Monde ? Non, parce que la Coupe du Monde a eu lieu dans des pays européens et ça n'a pas coûté aussi cher. Donc qu'il y ait des places très chères, c'est un peu le cas dans tous les sports où on peut payer très cher les sponsors, mais il y a aussi un nombre de places qui sont très accessibles. C'est ce qu'on a eu en Paris 2024. Il y avait des places excessivement chères, mais des places à 10, 20 € et là, l'équilibre n'est pas respecté. On voit qu'en fait, c'est le libéralisme total. On est chez Trump quand même. Donc chacun fait ce qu'il veut et effectivement, on peut passer de 150 $ pour un transport allant du centre-ville au stade. C'est tout à fait inadmissible. Il y a pourtant un cahier des charges de la FIFA. Oui, mais enfin, en fait, il y a un cahier des charges très sévère pour le Canada et complètement laxiste pour les États-Unis. Et donc, Gianni Infantino a vraiment donné les clés du camion à Donald Trump. Les Canadiens, en fait, ne voudraient plus participer à la Coupe du Monde parce qu'on leur a donné les obligations de ne pas organiser tel événement, de ne rien faire pendant le pont. Et par contre, on voit que pour les États-Unis, qui ont les meilleurs matchs, tous les matchs après les quarts de finale auront lieu aux États-Unis. Le Canada n'a que 13 matchs, le Mexique, le match d'ouverture et pas grand-chose d'autre. Et donc, on voit bien aussi que la relation personnelle entre Infantino et Donald Trump est une relation de servilité, ce qui fait que Trump fait absolument ce qu'il veut. On voit aussi les effets de la tarification dynamique appliquée à une Coupe du Monde. Ça semble assez inédit, des places pour la finale qui s'échangent. Et là, c'est sur le marché légal, des ventes directes à près de 8 000 €. C'est 4 fois plus cher que la finale au Qatar, la fois précédente. Ça crée justement un dangereux précédent pour les prochains événements. Oui, parce qu'en fait, s'il n'y a que des gens qui peuvent payer ce prix-là, il n'y aura plus tellement d'ambiance dans les stades. En fait, on avait déjà eu ça en 98 où les gens disaient il y en a marre des costumes cravates dans les tribunes et il faut effectivement qu'il y ait des gens qui payent pas cher pour mettre de l'ambiance. Alors, une fois encore, on sait que dans ces grandes compétitions, il y a des places dont les prix sont inaccessibles au commun des mortels et que des sponsors privés ou des gens fortunés peuvent se payer. Ce qu'il faut, c'est un équilibre entre ces places très chères et la place accessible par tirage au sort au grand public pour que chacun puisse venir, ce qui a été le cas lors des précédentes Coupes du Monde, ce qui n'est pas le cas là. Et encore faut-il aussi pouvoir se déplacer. Alors là, on parle de stades, comme c'est organisé à l'échelle d'un continent, distant parfois de 4000 km, mais même à l'échelle d'une ville, se déplacer, les transports en commun, rien n'est gratuit.
Non, là, votre reportage montre $105 pour faire Paris-Stade de France. C'est absolument hallucinant. Ouais. Donc, on l'a multiplié par 10 par rapport au prix traditionnel. Plus, effectivement, pour ceux qui veulent suivre le parcours, mais ça, c'est, vu l'immensité des territoires, aller d'une ville en ville. Ouais. Mais surtout, c'est le prix des hôtels. Ouais. Mais du coup, résultat, c'est qu'il y a des hôtels qui restent vides. Ouais. Mais on a vu ça aussi après, avec Paris 2024. Il y avait des gens qui avaient mis leur logement en Airbnb à des tarifs complètement disproportionnés et qui, du coup, ont dû en rabattre parce que les gens ne venaient pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Conséquence, en tout cas, Mathieu Mabin, on ressent comment le début imminent de la compétition sur place à Washington, où vous vous trouvez ? Le football progresse depuis 20 ans aux États-Unis, c'est incontestable, porté par la MLS, par les communautés immigrées également, et plus récemment par le phénomène Lionel Messi, par exemple. Mais on reste loin de la place qu'occupe le football américain, le baseball ou le basket dans la culture populaire américaine. Ici, le Super Bowl est quasiment une fête nationale. Les World Series font partie du patrimoine collectif américain, et la NFL domine toujours très largement l'attention médiatique. Politiquement, en revanche, cette Coupe du Monde, c'est vrai, est considérée comme un événement. L'administration Trump y voit une vitrine du savoir-faire américain, à quelques semaines notamment des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance. Les autorités fédérales et locales travaillent depuis des mois sur les questions de sécurité, de transport et d'accueil des visiteurs. Le principal sujet, dans le fond, le principal sujet de controverse, en tout cas, reste le prix des billets. Les critiques se multiplient contre la politique tarifaire de la FIFA. Certaines places atteignent, c'est vrai, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars pour les affiches les plus prestigieuses. En résumé, les Américains sont curieux, les autorités sont mobilisées, mais pour transformer l'essai, il faudra convaincre bien au-delà du cercle déjà convaincu des amateurs de football. Et vous le disiez, Pascal Boniface, les armes ne montent pas au ciel. L'organisation représentative, la principale organisation représentative du secteur hôtelier aux États-Unis, se plaint de taux de remplissage très en deçà de ses attentes. Bah oui, mais enfin, ils sont victimes de leur politique tarifaire. S'ils ont mis à des prix raisonnables. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une crise du tourisme aux États-Unis, de façon globale. Il y a une chute de 25 à 30%. Ça fait 8 milliards de moins pour l'économie américaine cette année, parce que les gens n'ont pas envie d'aller au pays de Donald Trump sans savoir s'ils n'auront pas des problèmes à la frontière. Il y a quand même des cas emblématiques de gens qui se trouvaient en centre de rétention alors qu'ils avaient un visa, mais ils sont mal tombés, etc. Donc ça douche un peu quand même les enthousiasmes. Mais il faut dire que le président américain a axé, lui, toute sa communication à l'égard des visiteurs sur la restriction des visas d'Alila Gomri. Il a présenté cela comme la suite logique de sa politique migratoire et de sécurité intérieure dès l'été 2025. Interdiction de voyager pour 12 pays, dont 7 en Afrique et dont des pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Décembre 2025, ce sont 20 pays qui sont concernés par les restrictions à des degrés divers. Janvier 2026, 39 pays sont également concernés, dont de nombreux pays africains à qui on demande aux supporters de payer une caution pouvant aller jusqu'à $15 000. C'est le cas de l'Algérie, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire. Cette Coupe du Monde 2026, c'est un véritable parcours du combattant pour les supporters africains. Mais il ne faut pas s'inquiéter, selon le patron de la FIFA, Gianni Infantini, qui affirme avoir reçu 500 millions de demandes de billets rien que pour la première phase. Il martèle aussi que cette Coupe du Monde 2026 sera la plus belle et la plus inclusive de l'histoire. Lui et Donald Trump, pour calmer la colère autour de ces visas, ont annoncé la mise en place du FIFA Pass qui permet aux détenteurs de billets de voir leur demande de visa accélérée. Mais dans les faits, ça reste toujours compliqué, si bien qu'il y a quelques jours à peine, Donald Trump a rétro-pédalé en suspendant la caution de $15 000 pour les supporters qui possèdent un billet et qui font partie du dispositif FIFA Pass. Parmi les pays menacés pour pouvoir assister à cette Coupe du Monde, il y a effectivement le Sénégal, premier adversaire de la France lors de la compétition. Les ressortissants sénégalais figurent sur cette liste noire aux côtés de 39 autres nations, principalement africaines, ce qui rend très difficile l'accès au visa, jusqu'à voir les propres membres de la Fédération de football du Sénégal empêchés d'entrer sur le territoire américain pour préparer la venue de leur équipe. Elimane Dao. Le 12e Gaïndé veut garder espoir.
ce célèbre groupe de supporters sénégalais ne devrait pas être du voyage pour la Coupe du Monde aux États-Unis après les restrictions migratoires imposées par l'administration Trump au Sénégal. Si les États-Unis ont levé la restriction sur le versement d'une caution comprise entre 5 000 et 15 000 $, l'obtention du visa US est toujours difficile pour les ressortissants sénégalais. La Fédération sénégalaise de football comptera sur la diaspora sénégalaise pour garnir les gradins nord-américains. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage pour le 12e Gaïndé qui nous accompagne depuis pratiquement une trentaine d'années. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive, mais bon, on va s'adapter. Les associations de défense des droits des migrants sénégalais comme Horizon Sans Frontières estiment que les restrictions américaines pour assister à la plus grande messe du football mondial sont incompréhensibles. La fête est déjà gâchée parce qu'on ne peut pas organiser un mondial de football sans les supporters. C'est du jamais vu. Il faut que le Sénégal, quand même, diplomatiquement, proteste. Il faut saisir la FIFA, il faut saisir les organisations des droits humains. Le Sénégal, qui participe à sa 4e Coupe du Monde, entre en lice le 16 juin à New York face à la France. Alors l'administration Trump a fini par renoncer, on l'a entendu, à faire payer 15 000 $ à chaque supporter de ces pays comme le Sénégal qui se rendent aux États-Unis pour encourager leur équipe. Ça règle le problème, d'après vous, Pascal? Non, parce qu'il faut quand même s'y préparer un peu à l'avance pour un tel voyage, trouver les hôtels, trouver le billet d'avion qui augmente, et on ne peut pas le faire au dernier moment. Donc il y a des gens qui auraient préparé leur venue et qui ne peuvent pas. Et puis Trump a interdit, par exemple, aux supporters haïtiens de venir. Donc il y a des pays qui sont totalement interdits. Il a une fois encore, Gianni Infantino a laissé carte blanche à Trump, alors que normalement, comme vous l'avez dit, il y a un cahier des charges. Et au contraire, on a vu dans les pays qui n'ont pas une tradition d'accueil des étrangers, on se demandait si ça allait bien se passer, les 2 dernières éditions, le Qatar et la Russie, on était très surpris du bon accueil fait aux supporters, notamment en Russie, où tout le monde a été bien accueilli. Il n'y a pas eu de problème de racisme, ce que l'on craignait par rapport à cela. Il n'y a pas eu de problème pour les minorités sexuelles au Qatar, contrairement à ce que l'on craignait. Et donc, ils étaient bienvenus parce que ces 2 pays avaient la volonté de montrer leur meilleur visage au reste du monde. Et là, Trump, en fait, il montre son visage. Il montre son visage qui n'est pas un visage très accueillant pour ceux qui n'ont pas sa couleur de peau. Alors lui justifie ces restrictions par le fait qu'il s'agirait, selon lui, de pays qui ont montré dans le passé un taux d'immigration irrégulière particulièrement élevé, des touristes qui viennent sous visa aux États-Unis et puis qui s'y maintiennent au-delà de l'expiration du visa, ou aussi qui peuvent poser des problèmes en matière de sécurité ou de perception abusive d'aide sociale, comme il l'a évoqué aussi récemment dans ce cas-là, on fait des refus de visa ciblés. Il y a quand même une procédure pour avoir un visa dont chacun sait qu'elle n'est pas aussi évidente que cela, aussi facile, et ils ont tous les moyens de se renseigner sur telle ou telle personne. En plus, le nombre de supporters, c'est pas un flux massif de migratoires quand même. C'est pas le grand remplacement parce que vous allez avoir 3000 Sénégalais qui vont partir voir la Coupe du Monde. Donc on voit bien que ce sont des arguments bidons qui sont des arguments conformes à sa politique, conformes à ce qu'attendent ses électeurs, pas d'étrangers chez nous. Pas d'étrangers, vous l'avez dit, pas d'étrangers en provenance d'Haïti, pas d'étrangers non plus en provenance d'Iran. Là, on sent qu'il y a la volonté de faire payer aussi aux supporters iraniens le fait que leur pays est en guerre, ou plutôt que les États-Unis ont déclaré la guerre. On est dans un cas quand même particulier où 2 pays en guerre, l'un est organisateur et l'autre est qualifié. Et rappelez-vous, en 98, les 2 équipes avaient posé pour la photo ensemble. Les joueurs iraniens avaient offert des roses blanches aux joueurs américains. C'était une période de rapprochement diplomatique entre les États-Unis de Bill Clinton et l'Iran de Khatami. Et là, bien sûr, on est tout à fait lors de cela, mais normalement, c'est vrai que cette guerre d'une part est illégale, mais que la FIFA ne devrait pas permettre. L'équipe d'Iran va résider au Mexique alors qu'elle joue aux États-Unis. C'est là encore quelque chose qui est totalement inconnu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le camp de base fixé à Tijuana, donc tout près de la frontière avec la Californie, mais effectivement côté mexicain, vous l'avez dit, les 3 matchs les 3 matchs de groupe, l'équipe d'Iran les disputera sur le sol des États-Unis, et avec cette incertitude jusqu'au dernier moment sur l'obtention ou pas de visa pour le sol américain. La FIFA a été trop permissive vis-à-vis de la Totalement. Elle a été complètement faible, lâche, servile. Il n'y a pas d'autre mot, elle a été servile. Infantino a fait preuve d'une servilité. Il y a vraiment, si on devait mettre le prix de la servilité, il dispute ce prix à Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Il fait assaut de flatterie et de flagornerie à l'égard de Trump. C'en est même gênant, mais il pense que, comme Trump aime ça, du coup, il y a un accès direct à lui.
Autre inquiétude, elle porte sur les supporters en provenance de la République démocratique du Congo, dont l'équipe est aussi qualifiée, mais avec les restrictions désormais imposées par les autorités américaines en raison de l'épidémie d'Ebola. Écoutez ce qu'en dit le sélectionneur des Léopards, Sébastien de Sabre. Nous, sincèrement, on a un stage tout à fait normal, comme les autres stages. Tous les joueurs venaient d'Europe. Le staff local avait respecté les délais pour sortir. Donc, ça nous impacte pas du tout, nous, dans la vie de tous les jours. Et on a l'habitude de s'adapter. Et que, quoi qu'il arrive, on va s'adapter sans problème à toutes ces situations. Il ne pouvait pas les exclure pour des motifs politiques et pour cause. Donald Trump se targue d'avoir établi la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, mais en raison de cette épidémie d'Ebola, vous compreniez qu'il souhaite éviter, par des mesures draconiennes, qu'elle ne gagne le territoire américain ? Alors du coup, ça ne concerne pas les joueurs, comme l'a dit le sélectionneur, parce qu'aucun n'était sur le territoire de la RDC avant de partir aux États-Unis. Donc le délai d'incubation est passé. Pour les supporters, je ne sais pas, je sais que le président de l'OMS dit qu'il faut laisser les gens circuler et faire des tests. Et là, effectivement, c'est un prétexte supplémentaire pour Trump pour éviter la circulation des Africains, en fait, parce qu'il y a moins de restrictions pour les supporters européens. Oui. L'OMS, dont s'est retiré d'ailleurs les États-Unis américain. Et l'aide à la RDC pour l'aide a diminué de 80%. Ouais. Et donc, l'épidémie d'Ebola est aussi une des conséquences de l'arrêt de l'aide américaine à la RDC. Alors, on pourrait tout de même objecter le fait que le maire d'une commune d'Espagne, du sud de l'Espagne, la Linea de la Concepción, a lui-même annulé un test match de la RDC avec le Chili. Preuve quand même que cette épidémie d'Ebola inquiète en dehors des États-Unis et provoque ce type de décision. Oui, mais là, c'est une surréaction puisque les joueurs ne venaient pas de la RDC. Donc, il y a quand même, effectivement, c'est un peu l'effet panique quand même, parce qu'on a en mémoire le Covid, même si c'est tout à fait différent. Et tout cela se déroule sur fond de polémiques à propos de l'organisation elle-même qui présente un certain nombre d'étrangetés, dirons-nous, Dalila Gomri. Beaucoup de bruit autour de l'accès à cette Coupe du Monde 2026, beaucoup de bruit autour des tarifs, 2 millions de dollars pour une finale de Coupe du Monde. C'est tellement mirobolant que la justice américaine et canadienne ont ouvert des enquêtes, mais cela ne semble pas perturber plus que ça le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui a pourtant été alerté par les supporters. Il a été aussi alerté par le Congrès américain, mais il se défend et justifie ces tarifs. Et pour cause, la Coupe du Monde 2026 pourrait rapporter à la FIFA près de 9 milliards de dollars. Mais en revanche, c'est carton rouge quant à l'impact sur l'environnement. Cette Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est 9 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause des nombreux déplacements par avion et autres. Enfin, depuis le début, cette Coupe du Monde a une dimension géopolitique qu'elle n'aurait pas dû avoir. Cette Coupe du Monde a été utilisée comme un moyen de pression diplomatique par Donald Trump. Or, le sport, c'est censé être un outil de soft power, ce qui aurait dû faire réagir les dirigeants de la FIFA qui n'ont pas rappelé à Donald Trump le principe de neutralité et de non-politisation de la Fédération internationale de football. Pascal Boniface, vous évoquiez la relation entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est lui qui est en cause face à des accusations répétées d'affairisme ? Complètement. Il a vraiment laissé la bride. Il faut d'ailleurs reconnaître c'est une enquête du FBI qui a fait tomber Sepp Blatter, qui a permis ensuite à Infantino de prendre le pouvoir. Et donc, quelque part, il a une dette à l'égard des États-Unis. Et effectivement, il s'est mis... Alors, et c'est vrai qu'il avait déjà été très flatteur avec Poutine, il avait aussi très flatteur avec le prince Tamim. Il avait d'ailleurs... il résidait à Doha avant la Coupe du Monde. Il aime bien les puissants, Infantino. Et avec cela, il s'est bien connu avec Trump. Et donc, il va emmagasiner beaucoup d'argent, ce qui va lui permettre de faire du clientélisme. Parce qu'il doit son élection au fait qu'il a distribué beaucoup d'argent aux fédérations. Et comme pour la présidence de la FIFA, chaque fédération vote, et bien quand vous avez donné un peu d'argent aux fédérations africaines qui en ont besoin, ils sont reconnaissantes. Je pense que si Michel Platini avait été élu président de la FIFA, rien ne se serait passé comme cela. Parce que Michel Platini respectait le football et n'aurait pas trop aimé que Trump veille de se mêler de tout cela. Mais Infantino, dans une relation, disons, fusionnelle avec le pouvoir en place, pas de critique et tout ce que fait Trump, il a compris qu'il ne fallait pas contredire Trump et que moins il le contredirait, plus il aurait d'avantages. Et donc, il n'est pas du tout dans le fait de lancer des alertes si les choses ne vont pas.
Gianni Infantino qui fait donc de ces fédérations ses obligés, si on vous comprend bien. Mais n'est-ce pas finalement le lot de toute Coupe du Monde et même de tous Jeux Olympiques aussi, de susciter des critiques avant pour finalement qu'on s'aperçoive, une fois que l'événement a démarré, c'était le cas au Qatar notamment, que finalement tout se passe beaucoup mieux que prévu? Alors tout ce qui est mieux passé au Qatar, c'est l'accueil des étrangers. On pensait que ça se passerait mal, que les homosexuels seraient pourchassés, ce qui n'a pas été le cas. Et puis la compétition jusqu'à la finale s'est très bien passée finalement. Après la finale, c'est un peu différent. Mais là, oui, vous avez raison, il y a toujours des critiques, puis ensuite, c'est le jeu qui prend le dessus. C'est l'enthousiasme, on suit son équipe et on verra bien ce qui se passe. Mais quand même, jamais un président aussi répulsif n'a été à la tête d'un mondial en voulant s'en occuper à ce point. C'est-à-dire que, bien sûr, tous les chefs d'État veulent être là, mais jamais ils ne veulent occuper toute la place, au détriment du sport. On a bien vu comment s'est passée la finale de la Coupe du Monde des clubs, qui est pourtant une compétition moins importante, où on a l'impression que c'était la compétition de Trump, et pas du tout de la FIFA, et pas du tout de Chelsea, du PSG, qui dispute la finale. Donc il faut s'attendre à voir Trump partout, mais c'est là où je pense que son pari ne va pas réussir, c'est que ça ne va pas le rendre plus populaire pour autant, ni aux États-Unis, ni dans le reste du monde. Et même, il va plutôt encore plus un peu agacer et irriter les vrais supporters de football qui vont se dire... Bon. Et puis, il faudra voir s'il va en profiter pour faire des rafles dans les stades, s'il va lancer sa police ICE pour faire des rafles, ce qu'il fait dans les compétitions. Et c'est aussi pour ça que certains stades sont vides, parce que les immigrés ne veulent pas aller au stade, prendre le risque d'être dans la rafle et d'être expédiés à l'étranger. En tous les cas, si Trump... Pour plaire, il faut quand même être accueillant. Et là, ça sera la première Coupe du Monde où le président n'est pas accueillant. Et il veut être partout, et il veut que les supporters ne soient nulle part. Donc il y a quand même un hic. Signe de cette inhospitalité, vous venez de l'évoquer, ICE, la police de l'immigration, aux méthodes particulièrement musclées et qui devrait être déployée aux abords des stades. Exclure la très controversée police de l'immigration du mondial de foot, c'est ce que réclament ces employés du SoFi Stadium à Los Angeles, où se dérouleront 8 rencontres de la compétition au mois de juin. Le syndicat qui porte le mouvement dénonce le climat de peur qu'induirait la présence des officiers de l'ICE, tant pour le personnel que pour les spectateurs. Je pense que le stress que cela provoque chez tout le monde est trop important. C'est trop. Pour Amnesty International, ICE est devenu le bras armé de Donald Trump. Et ces derniers mois, le président des États-Unis multiplie les appels à ses services. Sa présence lors de la finale du Super Bowl avait suscité la polémique. Même levé de boucliers pour les Jeux de Milan-Cortina, où la Maison-Blanche avait fini par reculer face à la contestation italienne. Et cette nouvelle prestation n'échappe pas à la règle et suscite, elle aussi, l'incompréhension. Pour l'heure, les organisateurs du tournoi n'ont pas répondu à la menace de grève du syndicat, alors que les matchs doivent débuter dans quelques semaines seulement. Pascal Boniface, ICE est là pour établir l'ordre ou est-ce qu'il y a des risques, au contraire, de provocation et qu'elle n'alimente elle-même des réactions violentes, voire d'émeutes? On a vu pour l'instant qu'elle a fait des morts et qu'elle a provoqué des réactions de manifestations, donc elle clive énormément la société américaine. Et donc si Trump veut profiter de la Coupe du Monde pour rafler un peu plus d'immigrés qui voudront venir supporter la Colombie ou une équipe latino-américaine, ça va créer des désordres parce que, comme votre reportage l'a montré, il y a des gens qui se mobilisent contre cela. Et donc la tentation pour Trump, c'est de dire ils vont vouloir supporter leur équipe, donc c'est l'occasion ou jamais de faire des exemples, mais ça va créer des tensions, des heurts, voire des affrontements, et ça va se retourner contre lui une fois de plus. Qu'il semble loin en tout cas, le temps de la dernière Coupe du Monde organisée aux États-Unis. C'était en 1994 sous Bill Clinton, autant dire une autre ère. C'était alors le Brésil qui avait remporté la compétition. Regardez. Los Angeles est une mégapole qui s'étend sur 120 km. Ces 20 millions d'habitants vont absorber la finale de la Coupe du Monde comme un simple hamburger. Les milliers de supporters italiens ou brésiliens habituellement si bruyants passent ici inaperçus. Pour les Brésiliens, le succès ne fait aucun doute. La 4e Coupe du Monde est déjà dans la main, dans la poche. Voilà une éternité qui l'attendent. Pour trouver les Italiens bien moins nombreux, il faut traîner aux terrasses des restaurants. Bye bye Romario. Bye bye Romario, peut-être. On ne le saura qu'au bout d'une heure et demie de spectacle. Et il n'y aura que 100 000 vénards à posséder un ticket pour vivre un moment d'éternité au Rose Bowl de Pasadena.
On le voit sur ces images, Pascal Boniface, les États-Unis servaient alors d'écrin à un sport qu'ils connaissaient peu. Depuis, ils sont devenus un pays de football eux aussi. Oui, effectivement, la MLS, c'est un sport c'est une ligue qui marche bien, qui n'a pas que des retraités qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Il y a effectivement, les stades sont pleins, donc c'est pas le même enthousiasme qu'en Amérique latine ou qu'en Europe, mais les stades sont pleins et le football américain se développe. Alors, il faut distinguer le football féminin, qui est parmi les meilleures équipes du monde. Et d'ailleurs, les joueuses sont très anti-Trump en réalité. Et pour l'équipe masculine, ils auront du mal normalement à aller loin dans la compétition. C'est sûr que pour Trump, les Jeux Olympiques, c'est plus rentable. Parce qu'il y aura beaucoup plus de médailles pour les Américains que de succès pour l'équipe masculine de football. Mais les États-Unis sont devenus, ce n'est plus l'exception américaine, où on disait que, par exemple, Barack Obama était un Américain parce que ses filles faisaient du soccer. Donc là, quand même, le football est devenu un élément, moins bien sûr que la NFL ou que le football américain, mais devenu quand même un sport qui n'est plus regardé comme exotique par les Américains. C'était lui, Barack Obama, qui avait initié la candidature américaine à l'époque aux côtés du Mexique et du Canada. Il faut dire que ces trois pays s'entendaient particulièrement bien. C'était du temps de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain démantelé par Donald Trump, qui a parlé ensuite du mur avec le Mexique. Pourtant, c'est lui, Donald Trump, qui a obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde avec ses deux voisins. Vous comprenez qu'on l'a lui accordé. C'est un chantage qu'il a fait à... Oui, alors pour la première fois, un président a menacé les pays qui ne votaient pas pour lui de sanctions. D'habitude, un président, un chef d'État, fait sa com. Mais Trump, comme chaque fédération avait une voix, et on savait qui votait pour qui. Trump avait menacé ceux qui voteraient pour le Maroc, c'était l'autre candidature, de sanctions américaines, ce n'est jamais vu. Alors le hasard fait que, comme il a été battu puis réélu, il va héberger la Coupe du Monde pour laquelle il a candidaté, alors que normalement, le délai ne lui aurait pas permis. Mais disons que c'est vraiment tout à fait particulier, une fois encore, d'obtenir une compétition en menaçant de sanctions les pays qui ne voteraient pas pour lui. C'était déjà la méthode Trump. Ouais, c'est toute la particularité, décidément, de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir été avec nous à la veille de l'ouverture de cette Coupe du Monde 2026. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La géopolitique, les pieds dans le sable, à lire donc sur la plage, aux éditions Erol. Et tout